Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, nous allons parler exceptionnellement pour cette saison de deux films de cinéastes britanniques qui tournent aux États-Unis. On commencera par The Running Man, le film de Edgar Wright, et ensuite on parlera de Relay ou l'intermédiaire de David Mackenzie. Et quand je dis on ou nous, de qui parle-je parle évidemment de Lucien Alflans. Lucien Alflans, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Oli, bonsoir Manu. Salut les gars. Et Manuelas qui est là aussi avec nous. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas super bien préparé toute cette émission et que je n'avais pas de quiz, alors que c'est le moment que nous savons que vous attendez tous avec impatience, toutes et tous d'ailleurs. Mais monsieur Lucien Alflans m'a porter secours Secondé. aux débeautés. Avec grand plaisir. Donc ce sera Lucien qui va faire le quiz et donc ce sera lui qui prendra la main tout de suite après Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, c'est un quiz qui va porter autour des gens qui courent au cinéma. Et pour garder l'habitude d'Oli, il faudra dire un mot clé pour prendre la main. Et aujourd'hui, pour faire un lien avec le passé et probablement un petit teasing de notre prochaine émission, il faudra dire Avatar, mais avec l'accent d'Arnold Schwarzenegger. Ça va pas être facile. C'est le but. Alors, on a un panel de cinéma assez large. Petit point en plus, on va évidemment parler de films dont je ne vais pas donner les dates et les réalisateurs. Il y a des points bonus si vous me donnez, en plus de la réponse à la question, le nom du réalisateur et la date de sortie du film. On commence easy peasy. Dans Forrest Gump, la course est un élément central du récit. Quelle est la raison initiale pour laquelle Forrest commence à courir dans le film? Avatar. La raison initiale pour laquelle Forrest commence à courir, c'est parce qu'il y a des bullies qui l'embêtent après l'école, qui se moquent de lui et qui lui jettent des pierres. Exactement, un point pour Oli. Est-ce que tu veux doubler la mise en donnant le nom du réal et l'année de sortie? Zemeckis 94. Exactement, ça fait 2 points pour Oli. Alors, dans Run, Lola, Run, Lola doit courir pour sauver la vie de son petit ami. Combien de scénarios alternatifs sont présentés dans le film? Avatar. Alors, Oli. je n'ai pas vu ce film, je confesse, donc je le dis à tout hasard, 3. Bien joué. Est-ce que tu veux me donner au moins l'année de sortie et le plus ou moins, allez, à un an près, et le nom du réal? Alors c'est Tom Tykwer. Et je dirais que le film est sorti en 97. Allez, j'avais dit un an près, c'est 98, donc ça fait 4 points pour Oli, qui prend une large avance dans la course avec Manu, mais rassure-toi Manu, il reste un certain nombre de questions. Alors, vous allez voir que j'ai un peu poussé des ronds dans des carrés, hein, mais... Dans Heat, la poursuite finale entre Neil McCauley et Vincent Hanna se déroule dans un lieu emblématique. Où se passe-t-elle exactement? Dans un aéroport. Avatar. Exactement, vas-y Manu. Avatar dans un aéroport. Ouais, alors l'année de sortie et le réal? Michael Mann, c'est non, c'est pas 95, c'est 95. Comme Casino, ouais. 95. Alors, 2 points pour Manu. Pour l'anecdote, le film est sorti en France le même jour que Casino.
Alors, pour rester dans la thématique du même réalisateur, dans quel film du même réalisateur Larry Murphy court chaque jour dans la cour d'une prison? Avatar, Jericho Mile. Ouais, un point pour Manu. Une année de production éventuellement? Plus compliqué là. Ouais, plus compliqué, je dirais quoi 76. Ah, presque, 79. Et la réponse est dans le titre, mais quelle distance mythique vise-t-il à atteindre? Avatar. Vas-y. 1 mile, Exactement. soit 1,3 km, un truc comme ça, ou 1,8, je sais jamais. C'est pas un très grand marathonien. Hein. Alors, donc attends, ça fait quoi? Ça fait 5-2 là? Un truc comme ça? Un truc comme ça. Ah non, parce qu'il y a eu 8 et maintenant, donc 5-3. Alors, dans Marathon Man, Babe Levy est un coureur amateur. Quelle est la raison symbolique pour laquelle il court régulièrement au début du film? Joker, j'ai vu ce film quand j'avais 15 ans, je l'ai pas revu depuis. Je vous donne la réponse. Pour échapper à ses angoisses. Et après, il prend des bains très chauds. Et une année de production, un réalisateur? Avatar. John Schlesinger. C'est de pire en pire. Ouais. Et je sais pas, au hasard, 76. Oh putain, mais t'as le hasard précis, hein, Oli. 2 points de plus, donc ça fait 7 points pour Oli. Alors, question qui tourne autour du même film. Si tu l'as plus vu depuis longtemps, ça va peut-être être compliqué. Une scène culte implique une question répétée plusieurs fois par le personnage nommé Zell dans le film. Zell. Quelle est cette réplique? Quel acteur joue cette réplique? Ça, c'est Avatar, c'est Laurence Olivier, qui n'est pas le contraire d'Arnold. Ouais, tout à l'heure. Manu a plutôt un accent flamand pour. Voilà, si vous me donnez déjà ces 2 réponses. Moi, au-delà de Laurence Olivier, j'ai rien. Vous n'avez pas le Is it safe? Is it safe? Bon, donc ça fait 1 point pour Manu. Je ne sais plus où vous en êtes, mais je crois qu'Oli est devant. Dans Chariots of Fire, 2 athlètes britanniques courent pour des raisons très différentes. L'un court pour la gloire de Dieu, l'autre pour la reconnaissance sociale. Non, ils courent parce qu'ils ont mal aux oreilles à cause d'Evangelis. Vous souvenez-vous de leur nom dans le film? Avatar, Tic et Tac. Non, c'était Harold Abrams et Eric Liddell. Un réal et une année. Ah, c'est Hugh Hudson. Avatar, c'est Hugh Hudson. Ouais. L'année. Au hasard, vas-y, au hasard. 84. Ah putain, t'étais bon sur le hasard avant, mais 81. Alors, Cary Grant. Là, vous me donnez déjà une réponse. La mort aux trousses. Avatar, la mort aux trousses. Bien. Cary Grant est poursuivi dans une scène devenue iconique. Quel est le titre original de ce film et quel est le décor de cette séquence? Avatar. Donc le titre initial, c'est North by Northwest. Exactement. Et c'était quoi le décor de cette séquence? Ouais. C'est la race campagne, il y a un arrêt de bus. Ouais, un peu. Ça chante maïs. Exactement. Allez, je vous donne 1 point chacun. J'espère que vous les avez comptés, parce que moi pas. Allez, on approche de la fin. Quel film hongkongais sorti en 2000 propose des scènes de course-poursuite à pied qui se distinguent par l'utilisation de la verticalité et des déplacements acrobatiques de la caméra? Indice, c'est un film que nous avons chroniqué. Il s'agit de Avatar, il s'agit de Time and Tide, de Treyarch. Exactement. Sorti en 2000. Dans la même veine, quel film réalisé par Johnny To contient une célèbre scène de course-poursuite à pied emblématique du duel entre ces 2 protagonistes? Alors, Avatar, il s'agit de Running Out of Time. Exactement, de Johnny sorti en To. 1999 de Johnny To. Et alors, la petite question bonus, la dernière, comprendre qui n'a rien à voir. Dans quel film, le préféré de son réalisateur, la famille Pope vit-elle en fuite permanente et pourquoi? Avatar. Sidney Lumet. Running on Empty de Sidney Lumet. Parce que c'était des éco-terroristes. Exactement, ils ont commis, dans mes souvenirs, ils ont brûlé une usine, un truc comme ça, et il y a quelqu'un qui est mort dedans, et quelqu'un est mort, et voilà. 1988, chef-d'œuvre de Sidney Lumet. C'est tout pour moi. Je pense qu'Oli est vainqueur, mais je ne sais pas exactement avec quelle avance. Très bien, merci Lucien, et j'ai gagné, et ça fait plaisir de jouer pour une fois, et en plus de gagner. Donc nous allons passer maintenant tout de suite à The Running Man. Ben Richards,
35. Married, one child. In medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, watch us up. Employment status. Blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country. Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man! People on these games never come back. I'm not trying to get myself killed, so kiss my ass twice. Right there is why you can win this game. The rules are simple. Survive 30 days with the entire nation hunting you down. And get your family out of Slumside for good. I'm gonna come back here and burn this building down. I promise. That's the spirit. The Running Man est donc le nouveau film de ce bon vieux Edgar Wright, cinéaste britannique qui a été révélé par Shaun of the Dead et le restant de la trilogie Cornetto, soit Hot Fuzz, suivi du Dernier pub avant la fin du monde. On avait parlé déjà de ce réalisateur à l'occasion de la sortie de son dernier long métrage qui s'appelait Last Night in Soho en 2021. Ici, il s'agit donc d'une nouvelle adaptation du livre de Stephen King sorti sous le nom de Richard Bachman je ne sais plus, en 82 je pense. 82, mais le bouquin a été écrit au début des années 70. Merci Manu pour cette précision. Donc, nouvelle adaptation, puisque bien sûr, vous vous rappelez de l'adaptation signée Paul Michael Glaser de 87 avec ce bon vieux Arnold Schwarzenegger. Ici, donc, on retrouve donc le même plot. On est dans le futur. Il y a un monsieur qui s'appelle Ben Richards et qui, pour se sortir de la mouise et notamment soigner sa petite fille, il décide de participer à des jeux télé et en fait il se retrouve très vite candidat du jeu télé le plus populaire qui s'appelle donc The Running Man où le but est d'être fugitif, on va dire, pendant 30 jours, poursuivi par une horde de hitmen, de chasseurs. Ils sont 5, je pense, dans le film, et aussi par l'ensemble de la population qui suit le show télé. Ben Richards, ici, est interprété par Glenn Powell, un acteur qu'on avait vu notamment dans Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, mais aussi dans Hitman, qu'on avait chroniqué ici, de Richard Linklater. Le scénario est coécrit avec Michael Bacall, qui avait déjà travaillé avec Edgar Wright sur Scott Pilgrim vs. The World. Au casting, on retrouve également William H. Macy, Josh Brolin, Michael Cera, Lee Pace, Jamie Lawson, qui joue la femme de Ben Richards, et Coleman Domingo, qui joue le présentateur télé. Le chef opérateur, après Last Night in Soho, c'est de nouveau Chung Hoon Chung, qui s'était fait connaître en travaillant notamment avec Park Chan-wook. Voilà un peu pour ce film, et c'est donc Manu qui va commencer sur le film de Edgar Wright. Alors il y a peut-être deux manières un peu d'appréhender le film. La première, c'est à l'aune de la production actuelle de blockbuster, et là le film souffre assez peu de la concurrence, tant en termes d'écriture, de direction d'acteur que de mise en scène. C'est plutôt un film assez réjouissant. Et de l'autre côté, c'est à l'aune de la filmo d'Edgar Wright. Et là, pour moi, ça coince déjà un peu plus parce que c'est tout simplement son film le moins abouti à ce jour. Ce qui était la force du roman de King, c'est qu'au-delà même du monde dystopique qui était dépeint, c'était le caractère assez hargneux du personnage de Ben Richards, qui était un personnage qui cherchait à tout prix à s'en sortir, qui faisait sûrement notamment écho aux conditions de vie de King, qui à l'époque vivait dans une caravane avec ses 2 enfants en alternant différents boulots. Et à mon sens, le livre, il était nourri de cette urgence, de toutes ces angoisses, avant même de poser un discours plus global sur la société, sur le monde. Et le livre se terminait même de manière assez sombre et nihiliste, puisque, attention, spoiler alerte, le personnage faisait le choix de faire s'écraser l'avion qu'il pilotait sur le siège de la télévision. Alors on imagine bien que depuis le 11 septembre, au-delà même de la mort du personnage principal, c'est une idée qui était tout simplement plus possible, et que Wright a fait le choix de mettre peut-être plus l'emphase sur le discours politique et sur la prise de conscience du personnage, que sur cette forme de nihilisme extrême qui concluait en fait le récit de King. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui se fait principalement au travers du dialogue et de discours qui sont portés par les personnages et assez peu par la mise en scène.
Et c'est peut-être là où j'étais un peu décontenancé, parce que c'est justement sur ce terrain-là, moi, que j'attendais Edgar Wright. Parce que Wright, c'est un cinéaste aussi, le visuel qui est très marqué, qui se plaît justement à jouer avec le langage même du cinéma. Donc j'étais assez étonné de le voir s'emparer aussi peu de ça, de cette idée d'une société où tout est filmé à H24, où l'image est toujours susceptible de mentir, avec notamment l'idée du deepfake, qui était déjà un truc présent dans le film de Paul Michael Glaser, ce bon vieux Starkey, de Starkey et Hutch, et qui était une idée qui était déjà aussi en germe dans le bouquin de Stephen King, où il s'agissait à ce moment-là juste de trafiquer l'audio des messages qui étaient délivrés par Ben Richards. Et vu que tout le discours en fait passe par le verbe et aussi peu par la mise en scène, pour moi, ça rend le film un peu pâteau, un peu trop didactique dans son discours politique, même si c'est quelque chose au final auquel je souscris. Mais voilà, après toutes les réserves, c'est quand même un film assez réjouissant. C'est notamment assez réjouissant de voir ça dans un blockbuster américain et de voir un film qui a une conscience politique et qui essaye un minimum de l'articuler. Mais à ce propos, justement, je vais laisser après la parole à Lucien. Je trouve que le film aurait peut-être gagné à développer d'une certaine manière une plus grande conflictualité dans les oppositions entre les différents personnages que va rencontrer Ben Richard le long de sa fuite. Le film suit assez fidèlement le déroulé du livre de King, avec les mêmes rencontres qui émaillent la fuite du personnage. Et dans les différents protagonistes que va rencontrer le personnage, il y a une grande emphase pour moi qui est mise autour du personnage qui est interprété par Michael Cera, qui est une sorte de révolutionnaire 2.0 dont on moque un peu l'engagement. C'est quelque chose qui prend, à mon sens, beaucoup de place dans le récit, parce que ça correspond à une des plus grosses scènes d'action du film, en tout cas une des grosses scènes d'action du film. Et à mon sens, ça porte assez peu de nuances par rapport au message politique du film. Là où justement, dans la séquence suivante, où il prend en otage une jeune femme qui n'est pas issue du même milieu social que lui, qui est le personnage d'Amelia, qui est aussi un personnage du roman de King, ben, je trouve que là, le duel conflictuel qui les oppose dans la voiture, il est très vite réglé. En tout cas, il est trop vite réglé. Et je pense que si le film s'était plus focalisé sur ce regard un peu plus extérieur, un peu moins manichéen, c'est justement dans cet espace-là que d'une certaine manière, la teneur politique du film aurait mieux résonné. Que le propos du film aurait été peut-être plus en face avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Lucien, tu as envie de poursuivre ? Oui, tout à fait. Bon, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Manu. On avait reçu il y a quelques années, on avait reçu Dick Tomasowicz qui était venu parler de Batman dans notre émission, de son bouquin sur Batman, et il avait un moment glissé une phrase sur le Doctor Strange de Sam Raimi. Pour éviter tout malentendu, je trouve Running Man beaucoup plus tenu que le Doctor Strange de Sam Raimi, mais qui n'était pas un film que j'avais détesté comme c'était votre cas. Et il disait de ce film, je le cite de manière assez peu précise, mais il disait que le Doctor Strange contenait des morceaux de Sam Raimi comme le corned beef contient des morceaux de viande, quoi. Et j'ai eu un peu ce sentiment-là. Le Doctor Strange, c'est quand même clairement aux trois quarts un film de moins, je ne vais même pas dire aux trois quarts, quasiment entièrement un film de studio. Pour moi, les seuls aspects de Sam Raimi qu'il y avait, c'était vraiment de l'emballage cosmétique. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, que ça soit dans le propos, que ça soit dans la mise en scène. Alors après, il n'a jamais été très subtil dans son propos politique. Edgar Wright, c'était aussi littéral. Dans la toute fin, dans le dernier pub avant la fin du monde, la fin était assez littérale. C'est des reproches aussi qu'on peut adresser à Last Night in Soho. Moi, la comparaison ne vaut pas tant que ça avec le film de Sam Raimi, d'autant plus qu'on parle d'un réalisateur qui a claqué la porte au studio à Marvel pour justement préserver son intégrité et, entre guillemets, faire les films qu'il avait envie de faire. Donc là, effectivement, il compose avec un studio et je pense qu'il y a sûrement une problématique qui se joue là. Mais c'est pas du tout de la même ampleur qu'un Doctor Strange. Mais laisse Lucien finir, il n'a pas vraiment comparé les deux films. Non, mais tout à fait, faut arrêter de dire des conneries là aussi, quoi. En effet, je trouve que les films ne sont pas comparables du tout. C'est juste c'est cette phrase-là, j'y ai pensé en regardant le film en me disant tiens, il y a quand même de ça, parce qu'on le sent que soit, comme tu l'as dit très bien, dans son propos politique, dans une forme d'appel à l'insurrection et à la colère que développe le film. On le sent à certains moments, mais on sent qu'il n'a pas pu aller tout à fait au bout, entre autres sur la fin, de ce qu'il voulait mettre en place, et même formellement.
Alors je suis pas un aussi grand fan du génie formel, je veux dire, d'Edgar Wright que toi, Manu, mais par contre, je reconnais tout à fait que c'est un très grand réalisateur et surtout un réalisateur extrêmement inventif, principalement, à bien des égards, mais principalement au niveau du découpage et du montage. Et là, on le retrouve à certains moments. Il y a des scènes où c'est une évidence qu'elles sont mises en scène par Edgar Wright, d'autres beaucoup moins. Reste un film extrêmement, comme tu dis, 15 coudées au-dessus de ce qui se fait dans ce type de cinéma habituellement. Et à nouveau, que ce soit dans ce que le film propose d'un pur point de vue de divertissement, dans sa mise en scène, dans sa mise en image et dans son propos politique, c'est quand même un film qui essaye de mettre quelque chose en place, ce qui est quand même de moins en moins le cas dans ce type de film aujourd'hui. Alors c'est un film qui est, je trouve, assez en déconnexion avec son temps. Quand bien même il aimerait l'être, il y a un truc assez bizarre mais c'est pas le seul film qui développe ça, mais moi c'est un truc qui me frappe toujours, ces films de science-fiction dont la science-fiction paraît être en retard par rapport à notre contemporain à nous. Pas que de science-fiction, hein, le problème par rapport au réel, entre guillemets, ce rapport au réel, parce que grosso modo, en parlant de dystopie, on vit dans la pire dystopie du monde. Je veux dire, là, on n'a pas la grande traque, mais pas loin dans certains aspects. Mais je veux dire, voilà, c'est juste qu'on vit dans la pire dystopie du monde. Et donc, c'est vrai qu'il y a une problématique déjà dans le ton, parce qu'effectivement, des films à l'époque comme Total Recall, Robocop, des films de Verhoeven s'inscrivaient clairement dans un registre satirique. Auquel on pense, c'est des films, Robocop et Starship Troopers, pour le coup, surtout dans la première demi-heure de Running Man de Edgar Wright, on y pense beaucoup. Mais justement, je pense que c'est des films au-delà même du contexte de production, qui aujourd'hui, dans l'état du monde tel qu'il est, serait compliqué à faire tout simplement parce que en fait, tu ne le verrais même plus comme une satire. Ah oui, tout à fait. C'est là où il y a, à mon avis, il y a une vraie difficulté des réalisateurs à appréhender ceci. Et ça, moi, je le retrouve par exemple dans un film qui n'est pas un film de science-fiction, dans Dernier Pitié, où je trouve qu'il est aussi aussi à la ramasse sur cet aspect-là par rapport à capter ce qu'est le monde aujourd'hui. C'est exactement là que j'allais en venir, parce qu'il se trouve que j'ai aussi, et pour cette précise raison-là, Manu, pensé au PTA et à un film que j'ai découvert la veille de ma découverte donc, de Running Man, qui est le Eddington de Harry Astor. Et je me suis dit, c'est fou parce que c'est ces trois gros morceaux du cinéma d'auteur américain, disons, et ces trois films qui ont des propos qu'on pourrait rassembler, qu'on pourrait comparer en tout cas. Et dans les trois cas, je trouve... Alors attention, je vais dire plutôt du bien d'un film d'Ari Aster. Il faudrait que je le revoie. Moi, souvenez-vous, j'avais plutôt aimé et défendu Hérédité. J'avais détesté Midsommar et j'avais même pas terminé Beau is Afraid tellement ça m'avait chié dans le cerveau. Mais ici, je trouve que c'est un film. Je peux pas dire que ce soit un film que j'aime. C'est pas un film que je reverrai avec plaisir. Le Eddington de Harry Astor, mais c'est un film qui est intéressant dans le regard qu'il porte, dans son développement. Je parle pas du film, c'est pas la question, mais je trouve que ce sont trois films qui ont un peu qui sont comparables de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose du contemporain, ils sont potentiellement assez justes là-dessus, et en même temps, ils ont un truc complètement déconnecté du contemporain et ils paraissent un peu en retard. Et en même temps, il reste quand même quelque chose d'assez juste. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est parce qu'ils sont universels, je pense pas, mais peut-être que ce sont des films dont la politique est moins un discours à proprement parler qu'un décorum qui sert le film en tant que tel. C'est peut-être un peu moins vrai sur Running Man, dans lequel on sent quand même un discours, et je suis d'accord avec toi, Manu, quand tu dis que Edgar Wright est un cinéaste, et c'est peut-être moi un reproche que j'ai pu lui faire par le passé. Je me souviens que c'était un reproche que je faisais à Last Night in Soho, on en avait parlé, qui est un peu lourd dans ce qu'il veut raconter, dans son regard sur le monde, disons. Reste un film, un vrai popcorn movie comme on en voit assez peu aujourd'hui. J'ai un peu du mal, après je passe la parole à Oli, moi j'ai eu un peu du mal à acheter le personnage en colère, mais je pense que c'est très lié à l'interprétation je trouve de manière générale les acteurs sont plutôt bons, et j'aurais du mal à dire que Glenn Powell est mauvais dans le film. Mais il y a un côté très outrancier dans sa manière de jouer la colère,
Il y a peut-être un problème d'écriture aussi de ce point de vue-là, parce que en fait le film démarre avec un personnage en colère, quoi. Enfin, on le placarde comme ça, c'est bonjour, j'ai oublié son nom, il a un nom. Ben Richards. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour, je suis Ben Richards, Glenn Powell, et je suis en colère, quoi. Et je trouve que ça, à un moment, on s'y fait parce que ok, c'est posé, c'est là, on doit vivre avec. Mais c'est vrai qu'au début du film, je me suis dit oula, bah attends, qu'est-ce qui se passe avec ce mec, quoi. Bah moi j'ai pas ce souci là, parce que je trouve que pour le coup, même si je peux avoir des réserves sur plutôt l'évolution du personnage ou la manière dont il va varier un petit peu au fil du récit, et je trouve justement certaines bascules du personnage sont pas forcément bien gérées dans sa conscientisation, on va dire, ou dans le fait de transformer sa colère en autre chose. Je trouve pour le coup que la caractérisation propre du personnage dans la scène d'intro est super bien écrite. Ce personnage qui vient mendier son boulot avec le gamin dans les bras, et l'autre qui lui dit mais t'es en train de m'essayer de me faire du sentiment. Non, mais en fait je l'ai dans les bras juste pour pas te péter la gueule. Je trouve ça en termes de personnage d'action hyper bien écrit. C'est une idée de caractérisation, je trouve assez drôle et qui fonctionne assez bien pour moi dans le film. Bah justement, donc moi je vais retourner un peu plus sur le plancher des vaches, hein, les gars, désolé, c'est un peu mon rôle ici aussi. Mais par rapport à la colère du personnage, moi justement au début je l'achète. Je trouve ça chouette en fait d'avoir au moins cette accroche-là sur le héros, qui est donc caractérisé justement par cette colère, et je trouve que l'acteur est assez capable, qu'il le fait assez bien. Moi tout le début du film vraiment je l'achète bien, parce qu'en plus c'est vrai qu'il est caractérisé quasi uniquement là-dessus, mais ça sert aussi le scénario, parce que il est casté dans le Running Man aussi pour ça, quoi. Enfin dans le show Running Man aussi pour ça, donc je sais pas. Moi, je trouvais que tout se mettait relativement bien en place autour de ça, et je trouvais ça assez accrocheur. Globalement, moi, je trouve vraiment que sur on va dire les 2/3 du film, je suis vraiment, vraiment bien rentré dedans. Je trouve le propos satirique extrêmement bien, habilement mis en scène. Je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est dynamique. Enfin voilà, on retrouve le côté un peu fausse pub, machin, télévision débile qu'on voyait. Ça fait vraiment très fort penser aux satires de Verhoeven, Starship Troopers, Robocop à l'avant-plan, c'est clair. Et je trouve que les scènes d'action, notamment la scène de l'hôtel ou la scène ensuite de l'évasion de chez Michael Cera, vraiment très très bien découpée, très inventive, et voilà, je prends vraiment mon pied dans ces séquences-là. Après, moi, j'ai plus de problèmes justement par rapport... En fait, au moment de la prise d'otage de la fille, dans la voiture là, je décroche un peu du film. Je trouve que ce propos politique, au-delà du propos politique, le fait que justement ce Ben Richards va devenir une espèce d'étendard, working class hero, nouveau messie, machin, figure de proue de la révolution, machin, je trouve que c'est pas bien raconté en fait. Vraiment, je trouve que ça rentre au forceps dans le film, et même je trouve que toute la fin, je la trouve assez confuse à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment pas très bien raconté, pas très bien amené, que ça a été mal préparé. Notamment aussi le fait que quand il tombe pour la première fois sur des espèces de révolutionnaires qui font des vidéos analogiques, là, c'est assez maladroit la manière dont c'est écrit. Je trouve qu'il tombe sur eux de manière très... c'est un peu un Deus ex machina, quoi. Et je l'achète pas trop, tu disais l'évolution du personnage, sa prise de conscience de son statut de héros populaire. Je trouve qu'elle est pas là en fait. Je trouve qu'elle est pas dans le film, et j'ai du mal aussi à acheter l'espèce de ralliement de nouveaux populaires autour avec ce fameux slogan Richards Lives là. Je trouve que c'est pas bien raconté en fait tout ça, parce que vu les deepfakes, vu la manière dont le mec est mis en scène par la grosse entreprise de télévision, la compagnie ou je ne sais quoi, j'ai pas les éléments qui me permettent de me dire ah ben non, ce gars-là, d'un autre côté, il est, les gens sont pas stupides et le rachètent, etc. Et qu'il devient vraiment ce héros quoi. Et du coup, je trouve que, sur toute la fin, j'ai vraiment décroché, et même, il y a une séquence d'action à la fin dans l'avion
qui est pour le coup là extrêmement découpée, alors que la scène de l'hôtel était plutôt sur des longs plans, au drone notamment, enfin avec des drones notamment. Je trouve qu'il y a une scène dans un cockpit, une scène de gunfight plus ou moins dans un cockpit que je trouve assez brouillonne en fait. J'ai du mal, à la lire. Je la trouve assez inventive, notamment dans toutes les idées de comment le network contrôle l'appareil, donc joue en fonction de la manière d'orienter l'avion pour orienter le pistolet restant, etc. Il y a un jeu, ça va très vite, ça va peut-être trop vite. Ça va trop vite pour moi. Mais non, mais je trouve le film assez inventif dans cette scène-là. C'est pas quelque chose qui me pose problème. Non, mais je pense qu'il y avait vraiment eu un problème en fait qui intervient dès en fait. Non pas la rencontre de ce personnage, de cette famille noire après la grosse scène d'action dans l'hôtel, parce que ça c'est relativement assez similaire à ce qui se passe dans le bouquin. En revanche, tout l'aspect youtubeur révolutionnaire mais semi-conspi du gars, je trouve ça super mal amené, je trouve ça déjà confus, ce qui fait qu'à ce moment-là, cette articulation elle est pas placée et ça va poser problème même dans la fin. Alors est-ce que c'est une fin voulue par Edgar Wright ou c'est une volonté de happy end du studio parce qu'elle est extrêmement brouillonne, mais peut-être que si ce personnage-là du youtubeur contestataire avait été peut-être mieux amené, peut-être il y aurait eu plus une logique sur les images nous mentent, mais bon, ça aussi, ça aurait dû être installé tout au long du récit, entre la mise en scène du network et ce qui vit, comment on joue des angles de caméra. Je trouve qu'il le fait assez peu, tu vois, cet aspect-là, entre les vues des drones et lui, ce qui vit, donc de jouer le parallèle ou la contradiction entre les angles qui te sont proposés. Il y a assez peu ça qui est développé, et donc quand arrive la fin et qu'on te vend que grosso modo il y a peut-être un débris de l'avion qui indique comment il aurait survécu, tu fais bon, si le film avait développé ce propos-là, je l'accepterais. Et en l'état, tu te dis à un moment, bon ok, effectivement, en 2025, et encore, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on ne pourrait plus faire la fin qui est celle du bouquin de King, mais il y aurait pu avoir l'idée de dire ce personnage-là devient l'incarnation d'un idéal, une idée révolutionnaire, et donc peu importe qu'il est mort ou pas, ce qu'on va filmer à la fin, c'est l'incarnation d'une idée. Et tu as l'impression qu'ils veulent faire presque... C'était une bien meilleure fin. Mais tu as l'impression qu'il se dirige un peu vers ça, parce que quand sa femme le voit, il est masqué, on le voit pas, elle s'approche de lui, il est de dos. Parce que tout le monde est censé le reconnaître. Oui, mais je veux dire, il est filmé comme une sorte d'incarnation. On ne voit pas les traits de son visage, sauf juste le tout dernier plan du film, où réellement, là, on voit réellement son visage, et donc on passe dans autre chose. Et là, tu te dis, ça brouille encore Attention, spoiler. Ça brouille le message. Et je pense, voilà, c'est un souci d'articulation qui, à mon sens, naît de cette première rencontre et du développement de ce personnage-là et de la manière dont on révèle comment le network fonctionne, quoi. Comment la chaîne triche, en fait. Après, je trouve le film est quand même, malgré tout, dans les idées d'adaptation qu'a Wright, je trouve qu'il y a des trucs qui sont bien amenés, notamment, et pour le coup, là, je tapais un petit peu dans le fait que peu de choses étaient développées par le langage visuel. C'est que, à l'échelle de ce que j'attendais d'un film d'Edgar Wright, mais par exemple, l'idée du matériel explosif qu'il pourrait avoir dans la voiture à la toute fin et qui a un enjeu, je la trouve plutôt bien amenée, parce que dans la première scène où il va s'armer, c'est lors d'un test de vision, entre guillemets, on lui met ses lunettes pour un camouflage, qu'il va voir à l'arrière-plan ce paquet d'explosifs, etc. Et il va avoir une petite blague avec son William comparse avec William Messi sur ça. Donc je trouve qu'il y a des petits éléments, tu vois, de plot qui sont amenés pour le coup vraiment par la mise en scène. C'est peut-être trop peu par rapport à ce que j'attendais, mais c'est quand même là aussi. Ouais, tout à fait. Mais en fait, vous avez parlé de quelque chose qui est assez symptomatique. Quand vous parliez de la fin du film, qui est, je pense qu'on est tous d'accord. Et de manière générale, j'ai l'impression qu'on s'attarde un peu beaucoup sur les défauts du film, et il y en a tout un tas.
Reste que, au global, je veux dire, le film est assez satisfaisant parce qu'il nourrit un certain plaisir de spectacle, un certain désir de spectacle. Un certain désir de spectacle, un certain désir de s'aventurer dans le registre du gros blockbuster sur des terrains un peu moins polissés que la moyenne, j'ai envie de dire, avec la volonté d'articuler un propos. Après, est-ce qu'il le fait totalement bien ? Je pense qu'on a déjà un peu répondu dessus, mais voilà, il y a quand même au moins cette volonté. Mais dans la première heure, il y a aussi un vrai plaisir de sale gosse, quoi. Il y a un vrai plaisir du personnage qui est acculé de partout et qui fout la merde et qui est bien content de foutre de la merde et c'est cool, quoi. Ouais, tout à fait. Mais pour revenir sur la fin, parce que je pense qu'elle est symptomatique du grand écart un peu que fait le film entre ce qu'il est censé mettre en place et ce que probablement son auteur voudrait mettre en place. Mais Manu a parlé de la scène dans l'avion qui est assez virtuose en termes de découpage à nouveau. Ça fait partie des scènes où moi j'ai retrouvé Edgar Wright. Alors c'est en effet très rapide, je peux comprendre qu'on ait du mal à suivre. Moi-même, il y a certains moments où bon voilà, mais il y a une vraie maîtrise et c'est vraiment de la belle ouvrage. Et en même temps, on sent que cette fin dont fait partie cette scène, au final, est complètement rushée. C'est-à-dire que il manque un quart d'heure à cette fin. Enfin, je veux dire, on a vraiment ce sentiment-là, quoi. Et comme vous le disiez très, très justement, je pense que cette fin est rushée parce qu'elle a dû être réduite d'une manière ou d'une autre. Alors je ne connais pas la production du film, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il y a aussi que pendant tout le film au préalable, cette fin est peu amenée. Manu parlait de ce fameux YouTuber, je suis tout à fait d'accord avec lui, je trouve qu'en effet c'est quelque chose qui est assez présent mais qui n'est pas assez traité. Qui est assez présent en termes de temps, de vision, mais dont le traitement n'est pas très tenu. Et puis il y a tout un tas de ramifications par rapport à cette question-là qui font qu'on ne comprend pas en effet pourquoi en effet on a un moment des pancartes Richard Lives. Et c'est vrai que dans un monde où visiblement tout le monde a un smartphone et ça c'est vendu dès le départ dans un taxi où il y a le taximan qui veut faire un selfie, il lui dit non. Donc ok, tout le monde a des espèces de smartphones qui paraissent tous trois sortis des années 80, mais tout le monde a des téléphones comme ça qui permettent de prendre des photos. Et c'est quelque chose qui est presque oublié jusqu'à la fin du film, alors que ça aurait très bien pu nourrir ce côté-là et nourrir un peu la fronde et le soulèvement populaire qui va de pair avec le suivi de ce personnage-là. C'est assez absent du film. Il y a tout un tas de choses comme ça, même sur le deepfake, alors que c'est peut-être ce qui est le plus traité dans le film. C'est un peu un moment, voilà, il y a un deepfake, on a modifié les images. Et puis il enregistre une vidéo en disant « de toute façon, je ne vais pas vous dire la vérité, parce que de toute manière, ce serait trafiqué ». Mais c'est tout, quoi. Il y a pas plus. Et ça, on a un peu du mal à... Enfin, c'est pas qu'on a du mal, mais je pense que ça manque un peu de traitement pour qu'on puisse totalement suivre le soulèvement populaire qui va de pair avec l'évolution du protagoniste. Et puis, il y a un truc qui, à mon avis, aussi un peu handicape le film, c'est que même si c'est, pour le coup, non pas un remake du film avec Arnold Schwarzenegger. Excellent caméo de Arnold Schwarzenegger dans Running Man de Edgar Wright, par contre. Tout à fait. Et que le film est la véritable adaptation du bouquin de Stephen King. Malgré tout, je pense que dans la manière dont le film a été conçu, il y a quand même l'ombre de ce film-là qui plane. Et la logique de blockbuster, de film d'action, avec la logique aussi de Glenn Powell qu'on est en train d'installer en termes de nouvelle star du cinéma d'action. Et je pense que ça parasite aussi un peu le film, parce que je pense que le film serait peut-être plus épanoui dans un registre de thriller paranoïaque que de gros films d'action. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui... Et là, il est un peu pris entre les deux. Ces scènes d'action, à des moments, peut-être prennent un peu trop de place par rapport au parcours du personnage. Tu fais par exemple de développer cette grosse scène d'action qui est très chouette avec Michael Cera, mais qui, à mon sens, ne raconte pas grand-chose. Je pense que voilà, même si il a pour profession de foi de réadapter le King, il est aussi prisonnier de l'idée que les gens vont se dire on va revoir le film avec Arnold auparavant, tu vois, en pyjama jaune. Et voilà, je pense que c'est un des soucis aussi du film. Il doit quand même cocher certaines cases du blockbuster d'action qui ne sont pas forcément intrinsèquement liées à la nature du bouquin de King. Très bien. Eh bien, je pense que nous allons maintenant passer au deuxième film, si vous êtes d'accord, messieurs. Tout à fait. Nous allons maintenant parler de Relais de David Mackenzie. My
name is Sarah Grant. I'm in possession of evidence of an unlawful cover-up. There are a number of whistleblower support organizations. No, I just want to give everything back. There are official channels, but there are unofficial ones. Who is he? I help people who see things they shouldn't have, who maybe should have looked the other way, but they can't. I've never met him. That's kind of the point. It's a messaging service. They call you back. This is the Tri-State Relay Service. What is that? It's a hearing-assisted device for the deaf. The Americans with Disabilities Act of 1990 prohibits relay operators from disclosing the content of any relayed conversation. The person who's called you will type their conversation and I'll read it to you. No calls are recorded and everything you say is confidential. There's a van parked out front. I think they're watching me. They may try to scare you. They may try to make a deal. This is the only deal. We are not bodyguards. We are intermediaries. We can help you return the documents whilst maintaining leverage to protect you. Has it ever gone wrong? Sometimes we have to walk away. Are you lonely? I recommend we keep communication to a minimum. Do you have the packages? Yes. We got our guy. They know who you are. You're in big danger. Why'd you do this for me? That is my job. Thank you for using the Tri-State Relay Service. Have a wonderful night. David Mackenzie est donc un réalisateur britannique. Il a signé notamment Alamfo en 2007, et puis Hell or High Water, sorti sous le titre de Comancheria en 2016, et aussi The Outlaw King en 2018, qui était sorti, je pense, seulement sur Netflix. Alors, ce nouveau film, donc Relais en anglais, a été écrit par un jeune scénariste dont c'est le premier essai, qui s'appelle Justin Piasecki. Il est interprété par Riz Ahmed, qu'on a vu notamment dans Night Call en 2014, dans Les Frères Sisters de Jacques Audiard en 2018, dans Sound of Metal en 2019, que je n'ai pas vu, d'un certain Darius Marder, mais qui avait fait grand bruit, je pense. Enfin, ou en tout cas, c'est l'interprétation de Riz Ahmed dont on a beaucoup parlé, je pense. Et il était aussi dans Phoenician Scheme de Wes Anderson en 2025. Il y a aussi Lily James, qui était dans Baby Driver en 2017 et dans Yesterday de ce bon vieux Danny Boyle en 2019. Et le film compte aussi à son casting Sam Worthington. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le film ? C'est l'histoire d'une fille. J'ai pas écrit le pitch, alors je vais essayer de le faire facilement. C'est l'histoire d'une fille qui détient des secrets d'un laboratoire pharmaceutique et elle a des pressions de ce gros labo pharmaceutique et en gros elle veut disparaître de la circulation. Et pour cela, elle engage un type, une espèce d'intermédiaire, une espèce de spécialiste de faire disparaître les gens comme ça, qui détiennent des secrets, des gros complots comme ça. Et donc, il parvient à les extrader, les exfiltrer, et en même temps à ce que ces grosses compagnies multinationales les laissent tranquilles. Voilà. Donc, et alors, la particularité de cet intermédiaire, c'est que le client ne le voit jamais, puisqu'il communique uniquement par des nouveaux moyens. Plutôt anciens moyens, par une centrale téléphonique qui permettent de détourner l'appel. Voilà, comme si lui était muet ou sourd. Et donc, c'est une centrale téléphonique qui dicte ses messages. Voilà. Un concept, toutefois plutôt bien exploité, on en parlera dans quelques instants. La photo est de Gilles Nutgens, qui avait déjà fait Comancheria et Alamfo, avec donc ce réalisateur britannique, David Mackenzie, qui a déjà depuis tourné un nouveau film qui s'appelle Fuse et qui est prévu dans les mois à venir. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ?
Et moi, j'étais très content de retrouver David Mackenzie au cinéma, notamment après son passage chez Netflix et le très bon Outlooking, qui est à mon sens un film beaucoup trop sous-estimé. Là, j'ai été cueilli dès le début du film par cette capacité qu'il a toujours de détourner tes attentes et de t'amener sur un terrain qui est beaucoup moins évident que celui que tu attends en allant voir ce type de film, où justement le récit balisé ou un peu attendu du thriller paranoïaque ou du film d'espionnage est très vite détourné, principalement en se recentrant beaucoup plus autour des personnages et de la relation qui unit cet intermédiaire et cette lanceuse d'alerte, et aussi en détournant un peu parfois le caractère un peu complotiste de ce type de thriller paranoïaque, ou l'aspect un peu trop édifiant ou lénifiant de certains films de lanceurs d'alerte qu'on a pu voir émerger ces dernières années. J'y ai beaucoup pensé, notamment avec l'apparition de cet acteur dont j'ai oublié un peu le nom, qui apparaît en tout début de film. Celui qui jouait l'ingénieur du Titanic, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais qui jouait justement dans un des derniers films de Todd Haynes. Dark Waters. Dark Waters. Et donc, il y a ces deux pendants-là, et je trouve qu'ils trouvent une autre voie à explorer dans ce genre-là, qui est dans une société où justement la paranoïa ou l'idée de complot n'a jamais été aussi haute, d'une certaine manière. Comment on réinvestit ce genre et comment on essaie, entre guillemets, de recroire la possibilité de nouer des liens entre les personnages. Et donc, tu as vraiment ce personnage de Riz Ahmed qui s'est tellement mis en retrait du monde qu'il ne parle plus, qui est littéralement muet pendant toute une partie du film. Il a très peu de scènes dialoguées de toute façon. Oui, mais il y a carrément 30 minutes du début du film où on se pose la question si lui-même n'est même pas muet. Tu vois, il y a quand même cette interrogation au moment dans le film, et je trouve le film est assez malin dans cette idée de recentrer le débat justement sur comment encore on peut, entre guillemets, faire société ou se réunir quand on a une telle défiance vis-à-vis des rapports humains, des institutions. Et je trouve le film est assez intelligent de réinvestir ces questionnements-là dans une logique de genre et de t'amener dans un film auquel tu t'attends pas du tout. Alors le film a pour moi quelques écueils, notamment autour de cette idée du langage des sourds, qui est, à mon avis, qui est traité autour d'une scène vaguement qui n'est pas très bien exploitée, où il y a quelques facilités d'écriture, quelques mécaniques narratives qui sont un peu voyantes, mais je le trouve le film assez intelligent dans cette manière de jouer de cette paranoïa très diffuse qu'on peut avoir. Il y a deux scènes au début et à la toute fin du film qui se répondent, avec deux personnages, deux silhouettes qui, entre guillemets, instillent une forme d'angoisse dans le cadre. Et cette idée, entre guillemets, est-ce que cette paranoïa vient de moi, ou on est juste en train de se regarder en chien de faïence et les uns les autres en train de s'arc-bouter et ne refuser la confrontation. Et le film est assez intelligent, je trouve, dans toutes les thématiques qu'il dresse, ou là, au travers d'un film extrêmement divertissant. Mais je vais enchérir directement sur ce que tu viens de dire, parce que moi j'ai trouvé, donc je vais pas parler thématiquement, mais purement au point de vue de la forme, je trouve que David Mackenzie s'en sort très bien justement pour créer cette paranoïa dont souffre le personnage principal. Enfin, il va même le dire vraiment comme ça un peu plus tard dans le récit. Mais dès le premier plan, c'est un plan qui, dans une rue à New York, le film se passe à New York, il est tourné aussi à New York en grande partie, et il y a un personnage qui traverse la rue, on pense que ça va être ce personnage-là, le héros, parce qu'il est entre guillemets bien cadré au centre du cadre, et puis ensuite on se rend compte que finalement le personnage à suivre est celui qui est derrière, et finalement à la fin de cette séquence là on se rend compte qu'il y a un troisième personnage qui est notre héros qu'on va suivre. Et en fait cette séquence là elle va infuser un peu toute la mise en scène des scènes d'extérieur du film, où constamment on sait jamais trop est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui va d'un coup prendre le lead, ou d'un coup devenir vraiment central dans le récit, ou moteur dans le récit. Et notamment ça se joue beaucoup avec toute cette histoire de filature, hein. Donc il y a la fille, Lily James est prise en filature par plein de gars, donc tout le monde est potentiellement soupçonnable, entre guillemets, et je trouve que ça, il s'en sort extrêmement bien. Et en fait, c'est aussi dans le conflit interne du personnage de Riz Ahmed. C'est-à-dire que lui, donc il y a un truc qui est aussi, je trouve, très malin dans le film, c'est ce background post-11 septembre, donc qui aurait nourri quelque part un petit peu lui, il joue un personnage musulman,
dans le film et qui aurait nourri quelque part cette défiance qu'il a du monde extérieur. Quelque part, le trajet qu'il va faire, le trajet interne, le conflit interne qui se règle sur Riz Ahmed est super bien, clôturé dans cette scène de fin où on revient justement avec cette idée de paranoïa et lui donc quelque part il est passé au-delà et c'est uniquement fait avec des déplacements de la figuration entre guillemets et c'est assez malin, c'est assez brillant je trouve. Ouais, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. Olit a commencé à parler de déplacement de regard entre guillemets autour de personnages d'un point de vue, autour d'une certaine mécanique d'écriture. Tu parles de déplacement des figurants, mais il y a même des moments où le cadre t'invite à poser les yeux là où ne se situe pas le cœur de l'action. Tu as cette mécanique-là dans la mise en scène qui revient plusieurs fois, et principalement, en effet, dans les scènes de filature, dans les scènes d'extérieur. Et c'est quelque chose qu'on voit finalement assez peu au cinéma, qui marche extrêmement bien d'un point de vue... c'est stimulant pour le spectateur de regarder ça, et en plus ça, comme vous venez de le dire très justement, ça nourrit vraiment le propos. C'est un film qui est assez malin parce qu'il reprend vraiment c'est ce que disait Manu plus tôt, mais il reprend vraiment des tropes qui sont extrêmement éculés. Il arrive à les moderniser, plus qu'à les moderniser même, je dirais à les singulariser d'une manière... à l'aune de la technocratie moderne. Exactement, et à l'aune de la société moderne. Il arrive vraiment à moderniser et à singulariser un film qu'on pourrait penser avoir vu 50 fois. Un exemple très simple, et tu l'as parlé en pitchant le film, et après je repasse la parole à Manu, mais c'est Centrale téléphonique. Je sais pas, c'est Relay, c'est vraiment central dans le récit, ça. C'est vraiment. Ouais, c'est central dans le récit et c'est central dans la mise en scène. Et il utilise ça. Et il arrive à créer une tension qui passe entre autres, je pense, par un montage très juste dans ces scènes-là, Donc, comment expliquer ça pour que ce soit intelligible quand on n'a pas vu le film. Mais on a deux personnages qui communiquent à travers une centrale téléphonique, donc à travers un troisième personnage, entre guillemets, qui raconte ce qu'un des personnages tape sur un clavier. Donc, le propos d'un personnage passe par la diction et la voix de quelqu'un d'autre. Et qui est désaffecté, en fait. Ce quelqu'un d'autre qui n'est pas affecté. Tout à fait. Et il arrive, à travers un montage extrêmement tight, il arrive à créer une vraie tension, parfois, dans le montage alterné de ces trois espaces. Et c'est, je pense, quelque chose que moi, j'avais jamais vu, ou en tout cas, de manière aussi centrale dans un récit, dans un film. Ça fonctionne extrêmement bien, et c'est à nouveau hyper stimulant. Donc, je repasse la parole à Manu, mais... je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est un film qui fait vraiment du bien, autant dans ce que le film traite de son sujet et dans la manière dont il traite, ne serait-ce que visuellement. C'est un film intelligent et divertissant. Après, j'aurais juste un petit écueil, vite fait comme ça, de spi sur le gaz. Sur le scénario, je trouve que contrairement à ce que disait Manu, je pense, la petite bluette qui se noue entre Lily James et Riz Ahmed est un peu, je trouve, ça fonctionne pas très bien. Je trouve que, et en plus, au regard de ce qui se passe à la fin du film, de ce qu'on apprend à la fin du film, je trouve que c'est un peu incohérent. Alors pour le coup, je me suis posé, on m'a pas grillé le truc, je me suis posé cette question-là. Parle dans le micro, Manu. Pour le coup, je vois, parce qu'il y a un enjeu dramatique autour d'un des personnages et un rebondissement assez poussé. C'est là où moi je vois quelques limites dans le scénario par certaines astuces astuces de scénaristes que je vois un petit peu, qui sont évidentes. En revanche, je trouve qu'elles sont souvent transcendées par la manière de Mackenzie d'investir le récit et de les mettre en scène. Et pour le coup, dans cet aspect-là où le film peut t'inviter à une deuxième vision sur certains personnages, en fait, à la deuxième vision, ça se tient très bien. L'ambiguïté des personnages est tenue tout du long. Il n'y a pas de séquence qui soit incohérente vis-à-vis du point de vue que propose le film à la toute fin. Le film est plus subtil. J'ai eu ce doute-là, comme toi, de me dire, mais en fait, si je redétricote le film à la toute fin, est-ce que le film tient encore debout ? Est-ce que son point de vue est toujours là ? Et en fait, c'est le cas. Mais est-ce que c'est quand même pas un peu accessoire et ramené dans le récit de manière un peu trop forcée ?
Tu parles de la bluette, là ? Je parle de la relation amoureuse du début de relation amoureuse qui se noue entre les personnages. J'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin de ça, moi. T'as peut-être tout à fait raison. En tout cas, moi, je sais que j'ai vu le film qu'une fois jusqu'à présent. Je sais qu'il y a une scène. Autant je trouvais que l'attirance que peuvent avoir l'un vers l'autre dans tout le début du film, qui est pas mal liée à la situation à laquelle ils vivent et au fait qu'ils soient tous les deux mis un peu à l'écart pour différentes raisons, mais un petit peu, disons que la rencontre forcée de leurs deux solitudes crée un intérêt réciproque qui est super intéressant et qui est traité et qui, je trouve, passe extrêmement bien, entre autres à travers les scènes dont je parlais plus tôt avec le relais téléphonique. Mais il y a une scène dans un taxi, à un moment où ils se rencontrent, où c'est vrai que je me suis dit, tiens, là d'un coup, ça devient charnel, ça devient physique. Et je trouvais qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça sort d'où ? Autant je trouvais que tout ce que j'avais vu avant fonctionnait extrêmement bien, autant cette étape-là, j'y croyais plus. J'y croyais pas à ce moment-là. Et en fait, je trouve qu'il arrive à rattraper le truc déjà par, attention, on tourne autour du pot. Non, le dis pas, c'est bon. Mais on peut peut-être à partir de là, aller voir le film. On va peut-être spoiler pour être plus explicite. Allez voir, il est bien. Allez voir le film, il est très bien. Et à partir de là, vous pouvez revenir à partir de maintenant. Si vous avez vu le film, on va discuter à partir de là en mode spoiler du film. Oui, il y a un retournement autour du personnage de Lily James qui a un agenda caché pendant tout le film. Et en fait, quand tu revois le film, c'est fait de manière assez subtile. C'est souvent en fin de séquence, des regards qui sont dirigés vers le hors-champ. Et même dans cette scène de taxi, en fait, tu te rends compte à la deuxième vision elle a une sorte de surprise du fait que malgré tout, ils aient réussi à le piéger et qu'il soit investi à ce point-là. Mais tu vois clairement que c'est elle qui ramène l'attirance physique, d'aller se coller à lui, de jouer cet aspect-là pour essayer de l'embarquer. Tu veux dire que d'une certaine manière, le fait qu'elle soit, je vais aller vite, touche avec lui, se justifie mieux une fois que tu connais son agenda caché. Donc, du coup, d'une certaine manière, parce que là, il a réussi à l'extirper de cet endroit-là. Elle, son objectif, c'est quand même de le ramener auprès de sa base opérationnelle, de sa base opérationnelle. Et donc, elle a un enjeu dramatique à qu'il la suive, qu'il prenne le train avec elle. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça a du sens. Et donc, pour le coup, c'est pas déconnant à ce moment-là dans la séquence. Surtout que je trouve que là, tu retrouves vraiment des très grandes qualités de directeur d'acteur de David Mackenzie. C'est que cette subtilité chez Lily James, je l'avais jamais vue chez elle auparavant. Tu vois, d'arriver à la fois de jouer cette fille un petit peu apeurée et à la fois un petit peu attrayante, tu vois, avec une sorte de sensualité, et qui est aussi un fond beaucoup plus noir en elle, tu vois. Et je trouve qu'il arrive, et je l'avais jamais vu auparavant comme ça. Je pensais pas qu'elle recélait ça en tant qu'actrice derrière. Et voilà, je trouve que non, c'est. Mais globalement, le film est très bien joué. Voilà, c'est pas, ça pourrait. Ouais, tout à fait. Le dernier tiers du film pourrait faire croire que c'est un film de petit malin. En fin de compte, ça n'est pas le cas. Pas du tout. Ça n'est pas le cas. Tout. Non. Et en plus, c'est un truc sur lequel je veux, ça rajoute même au côté extrêmement prenant du film, parce que on a le bagage cinéphile qu'on a, on voit, ou en tout cas on a vu beaucoup de films, on a un regard sur la manière dont on construit les récits, les twists, 9 fois sur 10, vraiment on les voit venir de très très loin, quoi, souvent. Celui-là, je trouve que, avant, en tout cas sur toute la première partie du récit, en tout cas avant leur rencontre concrète, avant la deuxième partie à l'opéra, partie de l'opéra, exactement, avant la fin de la scène de l'opéra, on va dire ça comme ça, moi je l'avais même pas envisagé, ce twist. Moi je me faisais complètement mener par le bout du nez, hein. Franchement, avant la camionnette. Et en plus, je suis tout à fait d'accord avec Manu, mais je vais prendre un autre exemple. Je trouve en effet qu'il arrive à désamorcer certaines petites scories, enfin, je ne sais même pas si ce sont des scories, mais certaines petites facilités de scénario, enfin d'écriture, à travers ou sa mise en scène, et sa direction d'acteur, qui fait donc partie de la mise en scène, mais
Un autre exemple pour étayer ça, c'est le personnage de Sam Worthington. Sam Worthington qui est pour le coup très très bien dans le film, ce qui n'est pas forcément le cas de toute sa filmographie post-Avatar. Justement, pas pour ce film-là, parce que c'est un super film, et 2, il est très bien dedans, alors que son personnage, franchement, c'est juste un bras droit comme on en a vu pour le coup vraiment 250 dans ce type de film. Je trouve qu'il apporte Mackenzie, mais aussi Worthington, il apporte un peu du corps à ce personnage, et en fait je finis par y croire, et il finit par son jusqu'au boutisme et la tension qu'il amène, etc., fonctionne assez bien. Mais surtout, il a une espèce de... Ça crée un personnage qui aurait pu être vraiment hyper bateau, et ben non, là il fonctionne, et il fonctionne. Il a une forme de pragmatisme. Il a aussi une forme de détachement. Enfin, il a un côté... je sais pas, il est très bien. Mais et alors aussi tu veux dire que James Cameron aurait choisi un bon acteur pour incarner le rôle principal de sa plus grande saga cinématographique. Enfin, il est très bien ici dans le film, et je pense que là ici, en second couteau ici, il est super. Mais il y a aussi un truc qui est très jouissif dans le film, en fait, c'est que donc tout ce côté technocratique dont je parlais, c'est aussi un film qui est assez jubilatoire à suivre, en fait, parce que on a une espèce de nouvelle profession comme ça, et on a un certain plaisir, en fait, à découvrir tous les trucs et astuces de Riz Ahmed au fur et à mesure. Enfin, je sais pas comment on prononce. C'est extrêmement détaillé. Oui, c'est très détaillé, et on a un certain plaisir à voir toutes les petites coutumes de son métier, et ça, c'est un truc qui procure un vrai plaisir. Oui, tout à fait, je vais y venir. Et ça montre aussi une Amérique qui a encore low-tech, entre guillemets, dans son appréhension de la technologie, etc., entre guillemets, toutes ces astuces. C'est une Amérique qui est à deux vitesses en permanence. C'est ça. Enfin, je veux dire, et il utilise complètement ça, quoi. Par contre, un petit inconvénient que j'ai eu, c'est que j'avais jamais peur pour le personnage. Je trouvais toujours qu'il avait 3 longueurs d'avance sur tous les bad guys du film, et du coup quelque part il était un peu trop malin, et je trouvais que le film parfois à ce niveau-là pouvait un petit peu manquer de suspense. Mais il est plus malin qu'eux, mais il est moins menaçant aussi. Donc le côté, justement, moi je trouve que j'aurais pu être d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il a un peu toujours une longueur d'avance. Il paraît il paraît mieux gérer son truc. Mais surtout, il paraît le gérer, berner complètement tout le monde. Tu mets Riz Ahmed et Sam Worthington dans la même pièce, je sais sur qui je mets ma pièce, quoi, tu vois. Je veux dire, il y en a un qui est beaucoup plus menaçant que l'autre. Et donc, ça fonctionne assez bien, je trouve, de ce point de vue-là. Après, tu l'as dit, tu as lâché le mot, hein. Le mot est lancé, hein, Lucien. Tu as dit Magnien. En effet, le film est tu penses quand même complètement à Michael Mann, dans le sens où déjà il y a une référence, on ne sait pas si c'est une référence, mais il y a une scène qui fait clairement penser à une scène de Heat, qui est donc Sam Worthington qui sort de la camionnette et qui sait très bien qu'il est observé, et qui fait des signes à la personne qui l'observe, voilà, comme le fameux... Si ça c'est pas une référence, je sais pas ce qu'est une référence au cinéma. Ouais, mais vraiment. bon, après, à partir d'un certain moment, tu fais n'importe quelle scène, ça peut être une référence à un autre film, quoi. Enfin bon, bref. Cédric Jiménez fait des références à Michael Mann. Mais bon, bref. Par mais contre, si tu fais n'importe quelle scène d'un polar moderne, tu fais référence à Heat, mais ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les chefs-d'œuvre. Bref, là où le film est beaucoup plus magnien que juste ce clin d'œil, c'est que en effet, tu as un personnage qui est ultra professionnel tout le temps, et qui est dans ce fameux conflit interne entre son besoin émotionnel, on va dire, et son professionnalisme, et que à partir du moment où il se rend compte que l'annexe 3 manquait dans le dossier remis par Lily James, il aurait dû lâcher l'affaire, quoi, tu vois. Et quelque part, c'est le fait qu'il est rattrapé par son émotion et son besoin quelque part de rédemption dont il parle plutôt dans le film. Mais là où le film est magnien aussi, mais après je sais pas si si ça rend le film magnien, ou si c'est un attribut qu'on peut associer au cinéma de Michael Mann et au cinéma de Mackenzie, ou en tout cas à ce film-là de Mackenzie, mais c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver aussi dans Hell or High Water, ou dans comment s'appelait The Outlooking. Des points contre les murs. Non, un film qu'il avait fait. Ah oui, c'est lui qui avait fait Des points contre les murs, c'était bien aussi ça. Non, un film Sense, Perfect Sense. Avec Ewan McGregor et je sais plus quelle actrice, un film de science-fiction. Oui, la fille de Eva Green. Eva Green.
Là où le film est magnien aussi, c'est, bon, tu viens d'en parler, dans son rapport à la profession, au professionnalisme. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement dans ces professions-là, dans les professions liées à la tech. Mais je trouve là où le film est magnien aussi, c'est dans la manière dont il va infuser son récit d'un propos sans l'asséner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être assez diffus. Je pense que le seul moment où ce que le film veut raconter du monde qu'il dépeint est un peu mis en avant, c'est lors d'une scène où Riz Ahmed se dévoile un peu dans une réunion des alcooliques anonymes. Et c'est fait, enfin ça a toute une logique dans la narration, puisque c'est un moment où le personnage se dévoile par rapport à, enfin dans la diégèse, donc il y a une logique aussi du film de se dévoiler un peu à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui, même sans cette scène-là, est diffus un peu tout le temps dans le film, et cette paranoïa qui, dans son cas, est lié à son passif de musulman aux États-Unis, mais qui peut en fait être décliné pour bien d'autres raisons dans cette société états-unienne contemporaine, est très fine au final, et se tient tout le long du film, du début jusqu'à la fin. Et c'est quelque chose que Mann n'aurait pas nié non plus, je pense. Eh bien voilà, messieurs, je propose qu'on s'arrête là sur ce film dont vous aurez compris qu'il nous a enthousiasmés. Et donc, allez le voir en salle, donc le 28 novembre ou le 26 novembre, quelque chose comme ça, en tout cas en France. L'intermédiaire. Et un peu plus tard en Belgique. Et un peu plus tard en Belgique. Et nous irons voir son nouveau film Fuse, même s'il y a ce gant de toilette de Aaron Taylor Johnson dans le rôle principal. Mais il y a encore Sam Worthington, je pense, pour le coup. Donc on espère qu'il sera bien. Voilà. Eh bien, merci messieurs, et je propose que nous passions au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dernière ligne droite de cette belle émission, Manu, quel est ton conseil ? Pour une fois, je ne vais pas vous conseiller un film indien, mais je vais vous conseiller un bouquin qui vient de sortir chez Rouge Profond, dans la collection Raccord. C'est La Dimension Walter Hill de Thomas Rêvé, qui est un livre d'entretien avec Walter Hill qu'il a mené sur plusieurs années et qui revient sur l'ensemble de la filmo de Walter Hill. À côté de tous ces entretiens, le livre est parsemé de témoignages de collaborateurs ou d'amis de Walter Hill, dont Sigourney Weaver, John Landis, Oliver Stone et bien sûr Michael Mann, qui raconte notamment comment, après la sortie du Dernier Mohican, il avait pensé confier la réalisation de Hit à Walter Hill, qui lui-même l'avait persuadé de réaliser le film lui-même. Le livre est passionnant, concis, en fait à l'image des scénarios de Walter Hill, où l'économie des mots le dispute toujours à une efficacité narrative assez redoutable. Ça se lit assez vite et c'est très éclairant sur le parcours très singulier qu'a eu Walter Hill au sein du cinéma américain. Merci Manu. Lucien, as-tu un conseil ? Non, pas vraiment. Je pourrais citer 2 films que j'ai vus dernièrement et dont on reparlera probablement dans une émission de fin d'année, peut-être avec le film dont on vient de parler juste plus tôt aussi, enfin qu'on ne retraitera pas, mais qui reviendra peut-être dans les tops de fin d'année. En tout cas, pour ma part, je pense que ce sera le cas. Il y a un Pitié en salle qui vaut la peine d'être vu, et il y a un film qui est peut-être sur sa fin d'exploitation, en tout cas en Belgique, et qui a été à l'affiche très longtemps, en tout cas depuis la fin de l'été, mais en fait dont je m'en rends compte en vous en parlant, Oli avait déjà parlé, mais qui est peut-être mon film préféré de l'année jusqu'à présent, qui est Weapons. Je pense que c'est un film qui doit être vu, probablement un des plus grands films de 2025. Et alors, je sais que ressortent plusieurs films d'un cinéaste que nous sommes plusieurs, je pense, à aimer autour de la table, issu d'une nation de cinéma que nous avons et que nous aimons tous énormément autour de la table. Et il se trouve que le film que j'aime peut-être le plus de ce cinéaste ressort en salle en version restaurée. Il s'agit de Chungking Express de Wong Kar-wai. Il passe à Bruxelles, à Liège, et peut-être même dans certaines salles françaises pour le moment. En tout cas, c'est une sortie nationale belge. Courez-y.
Très bien. Et toi, Olivier, quels sont tes conseils? Oh, eh bien moi, je suis... alors là, je vais aller vraiment en avant. Donc je suis allé au Filmfest Gent, au festival du film de Gand, et j'ai vu... 4 films, mais sur les 4, j'en ai vu 2 bons. Et ces 2 bons films sortent le 7 janvier en France. Et donc, je suis très content de vous conseiller d'aller voir Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Voilà, Jim Jarmusch dont je n'attendais plus rien, ou en tout cas plus grand-chose, et qui m'a complètement cueilli sur ce film. Alors, vite fait, je vous dis un truc, c'est que le film est donc construit sur 3 sketchs, donc Father, Mother et Sister, Brother. Et donc, les 2 premiers se ressemblent assez bien, c'est-à-dire qu'on est face à un petit théâtre doux amer, un peu cruel sur les relations entre les enfants et les parents, les petits mensonges, les petites trahisons, les petites voilà les moments de gênance, etc. Quand on se voit une fois par an, ce genre de truc. Et alors le 3e sketch, un film de Nicole Garcia, quoi, en fait. Ouais, avec Daniel Thompson. Beaucoup moins de plans, beaucoup plus fixe. Un humour qui fonctionne. Adam Driver est très drôle dans le premier sketch. Plus drôle que jouant Kylo Ren. C'est pas le même genre de drôlerie. Là, c'est une drôlerie qui est voulue. Merci Manu de me faire perdre complètement mes moyens. Et par contre, le 3e sketch reprend complètement ça à rebrousse-poil et se place d'un côté qui est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus subtil, beaucoup plus... enfin voilà, qui en tout cas m'a touché direct au cœur, parce que après les 2 premiers sketchs, je me suis dit, bon, ok, il va pas refaire ça une 3e fois, parce que là, on a compris. Et donc justement, il le refait pas, et c'est très bien, c'est très réussi, et ça remet tout en perspective, et ça apporte vraiment une certaine subtilité à l'ensemble du film, et une certaine grâce, je trouve aussi. Après, il y a des trucs jarmouchiens qu'on peut ne pas aimer, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de rimes entre les sketchs qui sont un peu rigolotes, mais qui apportent aussi un peu pas grand-chose, mais... Voilà. Et alors, bizarrement, pour un film de Jarmusch, il y a très 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 peu de musique. De ce fait, la musique est beaucoup plus signifiante qu'elle ne l'est habituellement chez lui. Voilà, donc voilà, moi j'ai été vraiment très très enthousiasmé par ce film de Jarmusch, alors que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et j'ai vu un film qui s'appelle Sound of Falling de Masha Schilinski, un film allemand qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes, et j'ai vu la Palme d'Or, et je peux vous dire que le film de Masha Schilinski est meilleur que celui de Oliver Laxey, qu'il est meilleur que la Palme d'Or, et qu'il est meilleur que le film de Joachim Trier, mais nettement. Et donc là, c'est un 2e long métrage, je pense. Ça vend pas du rêve sur le papier, mais franchement, le film est vraiment bien. Ça se passe dans une ferme en Allemagne. C'est vraiment à la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et que si jamais vous traversez la petite rivière qui est près de la ferme, vous êtes en Allemagne, vous passez en Allemagne de l'Est. Bon, soit. Et c'est sur 4 générations. Donc on a 4 récits de femmes et 4 récits d'oppression féminine et un film vraiment hanté par la mort aussi. Vraiment, chaque photogramme de ce film est hanté par la mort. C'est terrible. Et la manière dont elle parvient à son scénario, son montage, c'est assez magique. Elle parvient vraiment à entremêler les 4 récits qui te donnent vraiment l'impression, alors que les histoires sont quand même assez distinctes, te donnent vraiment l'impression d'une seule histoire avec ces 4 récits, et elle arrive vraiment à construire son climax. Je pense que j'avais pas ressenti ça depuis Cloud Atlas, figure-toi. De réussir à construire un climax sur plusieurs époques, sur plusieurs... on est dans un film beaucoup moins pop et beaucoup plus lent que Cloud Atlas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui relie les 2 films. Voilà, ce sera tout pour moi. Film distribué par une société qui s'appelle Transmission Film. Saviez-vous ça? Voilà. Donc je ne forcerai pas mes collègues à aller voir le film. Parce non, mais tu l'as bien vendu. Hein. Voilà. Mais je leur dirai d'y aller, et on ne fera pas d'émission dessus, mais voilà, ils me diront ce qu'ils en ont pensé. Merci à tous, chères auditrices, chers auditeurs. On se retrouvera très certainement pour une émission de fin d'année où on parlera sans doute de PTA. Donc One Bottle After Another, puisque nous ne l'avons pas traité ici, ça ne se mettait pas dans notre emploi du temps. Et The Weapons, mais on en a parlé, j'en ai parlé. Tu en as parlé. Il faut qu'on en parle des heures. Non, je pense que tu survends un peu le truc. À mon avis, tu l'as vu dans de très bonnes conditions. Tu étais tout à fait bien disposé à voir le film.
Soit. J'ai adoré ce film. Moi aussi, j'étais très enthousiaste la fois dernière. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'on se marre hein, quand on voit ce film. Bref, bonne séance. Vous aurez remarqué que notre cinéphilie là se remplit avec les films indiens, avec les petits films d'horreur, les films allemands. Films allemands. Bah, tant mieux, parce que qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant 9 mois en 2025. Allez, merci à toutes, chères auditrices, chers auditeurs, et à bientôt.